Alors, est-ce que vous êtes bien reposé ce week-end? Est-ce que le stress est parti totalement? Est-ce que cette semaine va être stressante? Si c'est le cas, on va en parler avec Jamila, parce qu'elle va nous parler de stress. C'est dans les ateliers de Jamila. Tout droit sorti des années 60 avec sa petite robe, son petite bouille, sa petite bouille d'adolescente ou d'étudiante. Bonsoir Jamila. Bonsoir Jismi. Alors, on a la nostalgie des années 60, on dirait. Ouais, c'est ça, avec les chignons et tout. J'avais envie de faire un petit retour en arrière. Peut-être où on est un peu moins stressé. Ah, là-bas, ils étaient peut-être moins stressés. On dansait beaucoup quand même. Hein. Oui, voilà, ça exactement. se jetait dans tous les sens. C'est ça. Les jupettes et les petites robes. Donc, c'est vrai que ça changeait un petit peu. Tout à fait. Il y a le stress. Il y a beaucoup de stress aujourd'hui dans l'être humain. Oui. Alors, il y a beaucoup de stress, Jismi. Et puis, j'avais juste envie de parler, de lancer une définition. Pourquoi pas ? Sur le stress. Alors, qu'est-ce que le stress? On va dire que c'est un phénomène plus ou moins naturel et utile. Et c'est un ensemble de réponses d'un organisme soumis à des pressions, des contraintes de la part de son environnement. Cela mobilise une certaine énergie qu'il est nécessaire de libérer pour retrouver un équilibre satisfaisant. Mais avec beaucoup de stress, tout ça, ça rend malade. Donc, selon des statistiques, on a le docteur Benson de l'université de Harvard qui a déduit que 80% des consultations médicales venaient d'un gros stress et 60 à 80% d'accidents de travail. On parle de somatologie, je crois. Oui, beaucoup, mais c'est vrai qu'il y a un réel problème de stress dû à l'environnement, dû à tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. On va prendre des cas, des petits cas, des cas pratiques. On va essayer de voir si on peut y apporter quelques réponses. Oui. J'allais dire déjà à la maison, c'est le stress lorsque les enfants sont là ou sont pas là. On va dire qu'ils sont là. Le matin pour les préparer à l'école, le petit déjeuner, papa qui rate le bus ou qui rate leur entrée à l'école. Ce genre de petit stress. Comment ça se gère à la maison? Au quotidien? Alors, je dirais que c'est vrai qu'on a deux catégories de stress. On a le stress utile, on va dire, le bon stress, et le stress qui va rendre vraiment malade. Et le stress, comme tu dis, les petits stress de la vie, du matin, ça, on va dire que c'est un stress quotidien, mais qui peut vraiment... Il y a aussi une réalité. Je veux dire, on a parfois des gens qui en font tout un plat de ce qui ne doit pas être, un petit bobo... un petit problème, il manque du lait le matin, il manque un peu de sucre, il n'y a pas des épices pour le curry. Tout de suite, ça crée du stress, ça crée des problèmes, ça crée des tensions. Tout à fait. Et comment gérer ces petits moments-là? Alors, comment le gérer? Donc déjà, il faut savoir que ce n'est pas vraiment des petits problèmes, c'est l'interprétation que l'on a, c'est-à-dire le cerveau, on va dire, crée une espèce de projection. Et si on rate, par exemple, on a 5 minutes de retard, on part, on a 5 minutes de retard, c'est pas grave en soi. Mais si on a un train à prendre, là, ça devient problématique parce qu'on va s'imaginer, donc c'est tout l'imaginaire après derrière qui va jouer. Donc au quotidien, moi je dirais que c'est de la prévention qu'il va falloir faire. Donc en premier lieu, c'est quand on a du stress comme ça, c'est de focaliser son attention sur autre chose. Donc je dirais que si à la maison on a le stress du gamin qui pleure, si on a le stress du mari qui est pas content, c'est de penser à autre chose, penser à quelque chose qui nous est agréable, ce qu'on va faire de la journée, quelque chose de sympa. Et puis au quotidien, c'est de gérer aussi la respiration. J'en avais parlé la dernière fois. Alors justement en sophrologie, la respiration, comment, j'allais dire, s'arrêter 5 minutes, comment se poser, comment se vider un peu. D'abord, se lâcher un peu au niveau du corps, se vider la tête et prendre du temps pour respirer. Alors, je dirais qu'il faudrait presque l'inscrire sur son agenda. Tu vois? Vous voyez? C'est le fait de... Non, on peut se tutoyer, c'est pas grave. On peut se tutoyer? Ouais. D'accord, très bien. Donc, peut-être le noter, se dire, tiens, aujourd'hui, je prends 5 minutes, 10 minutes, rien que pour moi. Et là, je vais passer sur l'étape suivante, la respiration. Je vais simplement me focaliser sur ma respiration. Qu'est-ce qui se passe quand je me pose et que je me concentre sur ma respiration? Je peux me servir un thé, comme là, ce soir, on boit un petit verre de thé, on se détend, on prend la peine, on prend le temps de prendre ces 5 minutes, ces 10 minutes pour soi.
Ensuite, on va essayer de s'organiser aussi des rencontres avec des amis, des gens qu'on aime. Mais vraiment le noter sur son agenda, je trouve que c'est très utile. Et puis, je dirais aussi l'alimentation. L'alimentation qui va être très importante. Alors, je voudrais revenir sur ce qu'on disait juste avant, c'est la respiration. Oui. Comment doit procéder la personne pour bien respirer, pour bien expirer, pour bien rejeter, je dirais, ce stress. Comment le faire? Alors, comment faire? Une méthode toute simple. Elle va s'asseoir sur son canapé, sur une chaise, essayer au départ d'être au plus au calme possible. Et puis, vraiment, soit elle va mettre de la musique ou pas, mais c'est pas nécessaire. C'est vraiment de lâcher tout ce qui peut être extérieur, tout ce qui la perturbe, quelque part. Et puis, de revenir à sa respiration, revenir à son corps. C'est ce que je fais en travail de sophrologie. Alors, combien d'inspiration il faut pour que le corps se relâche, pour que la tension retombe? Je dirais que ça dépend des personnes, ça peut aller très vite. Une personne qui ne prend pas la peine de le faire, le jour où elle va commencer à le faire, en 1 minute, elle va ressentir des effets. Après, il y a aussi, j'ai étudié ça autour de moi aussi, il y a des personnes qui ont besoin, c'est vital, ce stress. Au quotidien, elles ont besoin de tout le temps bouger. Si on leur dit « posez-vous 5 minutes », ça va être trop compliqué pour elles. Donc on va y aller tout doucement, on va faire 1 minute, 2 minutes, mais vraiment, c'est tout simple, il n'y a même pas de calcul à faire. C'est libérer en fait au niveau de son ventre. Parce que le problème, c'est pas apparemment de le faire, parce que je pense que la respiration... À un moment donné, tout le monde sait se poser, respirer lentement, tout à fait. Faire circuler l'air et l'oxygène, puis évacuer le gaz carbonique. Ça, je pense que... Mais comment prendre la décision? Parce que ce qui est paradoxal, c'est prendre la décision de le faire. À la maison, les enfants font du bruit, la télé fait du bruit, il y a du désordre. On a besoin de 5 minutes. Oui. Comment prendre ces 5 minutes-là? Justement, comment se dire on peut lâcher 5 minutes parce que sinon on va exploser? Oui, alors là, c'est-à-dire qu'il y a soit des personnes qui vont attendre le dernier moment, donc là, ça va être le gros coup de stress, et là, c'est compliqué de reprendre les choses en main. Donc il vaut mieux le faire, je dirais, maintenant. Voilà, vous m'écoutez, eh bien, je vous dis... Maintenant, posez-vous, prenez 5 minutes dans votre agenda, notez-le, que ça soit maintenant ou demain, faites-le pour prévenir. On dit toujours mieux vaut prévenir que guérir. Et je pense que là, on est beaucoup dans la prévention. Donc c'est prendre la décision, je n'attends pas la catastrophe, je préfère le faire maintenant. C'est vraiment c'est une prise de décision spontanée. Parce que on le voit, parfois quand on est on marche, on se donne la peine de respirer, on essaye d'évacuer. Parfois, quand on est tout seul à la maison, on fait son ménage. C'est facile de s'arrêter 5 minutes, de se dire, voilà, mais on va prendre le temps de respirer. Mais lorsque le contexte est difficile, par exemple au bureau, lorsqu'on est au bureau, lorsque il y a le rush, lorsque le patron n'est pas content, lorsque les collègues ne sont pas non plus gentils, c'est de trouver 5 minutes dans ces moments-là. Bien sûr. Comment trouver 5 minutes? Comment s'isoler 5 minutes? Souvent, avant, pour fumer une cigarette, ils allaient aux toilettes, ou alors ils sortaient. Est-ce qu'il faut conseiller aux personnes qui travaillent même s'ils ne vont pas fumer 5 minutes, ils vont pas prendre 5 minutes pour fumer, mais de prendre 5 minutes, de sortir pour respirer? Oui, bien sûr. Alors, moi, je prends mon cas personnel. Quand je travaillais, même en métropole, je m'obligeais en fait à prendre un peu plus de 5 minutes, parce qu'après j'ai compris que ça me faisait beaucoup de bien, à m'isoler, même si ça paraît un petit peu, comment dire, par rapport au groupe, par rapport à l'équipe, de se dire, tiens, pourquoi elle s'isole? S'il n'y a pas au niveau du travail des salles de repos, eh bien je dirais à la personne soit même d'aller dans sa voiture ou de sortir prendre l'air, et puis de respirer et de revenir à son être, à son corps, à sa respiration. Le corps est très important, il faut vraiment revenir au corps. Et je dirais qu'après, par la suite, eh bien, elle va commencer à prendre une habitude. En fait, tout est une question d'habitude. Elle va commencer à le faire 1 fois, 2 fois, et après, ça deviendra une habitude. Mais vraiment, c'est s'isoler, si elle le peut, bien sûr. C'est vrai que dans certains métiers, comme moi, j'ai travaillé dans le domaine du commerce, on n'avait qu'1 demi-heure pour manger. Mais j'arrivais quand même à prendre 1 à 2 minutes pour m'isoler et puis vraiment faire comprendre soit aux personnes que là j'étais en mode sieste ou en mode vraiment pour moi, ou alors j'allais
m'oxygéner à l'extérieur 2-3 minutes. Tu as parlé tout à l'heure d'être dans sa voiture. J'allais dire que ce soit dans la voiture ou dans le bus, lorsqu'on est dans un transport en commun, on a l'opportunité de faire ce moment de, je dirais, de récupération, que ce soit assis ou debout. C'est quelque chose. Je veux dire que ce que j'essaye de dire aussi aux gens, c'est que trouver les opportunités. Et quand on est assis dans un bus, c'est le bon moment. Bien sûr. Bien, dans le bus, je trouve que c'est agréable. Même s'il y a du bruit, finalement, c'est d'être transporté. Donc, on n'a plus à réfléchir, à conduire. Mais tout le monde ne prend pas le bus. Oui. Donc, moi, je l'ai pris. Mais bon, il y a des horaires qui sont un peu compliqués avec les bus. Mais même dans la voiture, c'est vraiment d'essayer de... Même s'il y a un embouteillage, c'est revenir à son corps. J'insiste, parce que finalement, on y prend plaisir. Et finalement, tout ce qui nous dérange à l'extérieur n'a plus d'impact à l'intérieur. Mais c'est cette respiration-là qui va permettre cette sensation agréable, même si on est dans un embouteillage, même s'il y a du bruit, même si les enfants crient. C'est de revenir à son corps et petit à petit, si on le fait régulièrement, je vous garantis que ça va avoir des effets. Oui, ça a des effets. Pourquoi je dis ça que c'est important et pourquoi je dis que c'est au quotidien? Parce que qu'on soit dans une file d'attente à une caisse de grande surface, qu'on soit dans une salle d'attente pour l'administration ou pour tout ce qui est médical ou paramédical, quel que soit il y a des moments où on peut se prendre ces 5 minutes-là, et c'est pour ça que je disais gérer l'instant. Et l'instant, c'est de dire, voilà, pendant 5 minutes, je vais déconnecter. Je vais me déconnecter de mon stress et je vais aller vers quelque chose de plus simple. Et ça, c'est une attitude, c'est un paradoxe, mais que peu de gens ont, de dire, voilà, j'ai 5 minutes, je vais me poser 5 minutes. C'est ça. Même si vous êtes en train de marcher, vous passez à côté d'un parc, vous avez un banc, c'est déjà une occasion. C'est une occasion. Et même en marchant, on peut le faire. En marchant, c'est-à-dire au quotidien, c'est vraiment, c'est faire rentrer un peu tout ça dans l'esprit. C'est le moment présent. C'est-à-dire que même là, je suis assise, je suis là sur le plateau, eh bien, je suis quand même connectée à ma respiration. Et ce qui fait que, eh bien, je vais pouvoir me détendre, je vais pouvoir lâcher un petit peu tout ce qui se passe à l'extérieur de ma vie. Pour l'instant, voilà, je suis en présence, je suis là pour transmettre aussi un savoir, enfin, ce que je vis. Et on échange ensemble. Et donc, du coup, ça m'apaise. Qu'est-ce qui se passe à l'extérieur? Il n'y a plus rien qui existe à l'extérieur, sauf ce qui se passe maintenant. Et il y a une chose aussi qui est vraie, c'est que lorsqu'on parle de ça, là, on parle des moments où on est seul. Mais lorsqu'on est vraiment dans un conflit, lorsqu'il y a un moment où on a l'impression qu'on risque de perdre le contrôle, il vaut mieux s'arrêter. Oui. Il vaut mieux s'arrêter, il vaut mieux ne pas surenchérir dans une discussion, dans une dispute, et puis se dire, voilà, il vaut mieux revenir sur soi et se dire, accordez-moi 5 minutes, c'est ça. Ou prenez 5 minutes. Parfois, les enfants vous poussent un peu à bout aussi, je veux dire, prenez 5 minutes, n'allez pas dans l'extrême, surtout après, on le regrette. Tout à fait. On regrette toujours ce qu'on dit dans un excès de colère, et c'est vrai que là, le stress, il est parfois permanent, entre les embouteillages du matin, l'arrivée en retard au travail, les remontrances des collègues ou du patron. Ça fait beaucoup. Afflux tendu toute la journée, penser à ce qu'il faut acheter le soir pour quand on doit rentrer à la maison, passer prendre le pain, le lait, faire les courses. Et quand on arrive à la maison, je veux dire, on est dans un état quand même qui est assez particulier. Donc, il ne s'agit pas d'attendre de rentrer à la maison pour faire se déconnecter. Il faut se déconnecter le plus souvent possible. Le plus souvent possible. Et même, je dirais, ce que tu rajoutes au niveau de la famille, ce qui est important, c'est que on peut prendre aussi des habitudes avec toute la famille. C'est-à-dire qu'on en parle, on se dit, tiens, on va commencer à s'habituer. On m'a appelé pour que j'intervienne dans une famille. Ils ont un joli jardin. Et donc, c'est la famille entière. Donc, c'est le mari, la femme et les 2 enfants. Donc, je vais simplement, en fait, leur montrer
des techniques de respiration, mais ensemble. Et donc, ce que tu dis, effectivement, c'est de le faire au quotidien. Donc, bien évidemment, si je suis seule à le faire et que mon mari ne le fait pas, il va y avoir un décalage. C'est de lui apporter aussi cette solution, qu'il le fasse aussi dans son quotidien. Et les enfants, qu'ils le fassent même à l'école. Et du coup, on se retrouve le soir et on prend 5 minutes, à peine 5 minutes, on rentre et hop, on se dit, tiens, avant de faire quoi que ce soit, on va vraiment se poser et respirer. On prend le temps de respirer. C'est ce que je dis à mes neveux et nièces, écoutez le silence. Et du coup, là, on se pose et on se sent mieux, vraiment. Et justement, c'est comment amener l'individu, quelle que soit sa génération, quel que soit son sexe, à avoir cette réaction-là. Je m'arrête quelques instants, quelques secondes, parce que je risque d'aller trop loin. Comment faut-il travailler sur les schémas de comportement et de fonctionnement pour arriver à mettre cette alerte? On arrête là. Ça ne sert plus à rien d'aller plus loin. Ça va être négatif. Néfaste et nocif d'ailleurs. Donc envers qui? J'ai pas très bien compris. À l'individu, quel que soit l'individu. Oui. Comment, quand la colère, le stress d'abord, la fatigue, le stress, la colère arrive, quelle doit être l'alerte qui lui dit non, là c'est pas la peine d'aller plus loin, il y a plus de contrôle, ça va être n'importe quoi. Donc comment on doit faire pour que on dise aux gens, essayez de mettre une alerte dans votre fonctionnement? Déjà, moi je dis les gens qui vont bien, donc commencez à le faire, parce que ça c'est un capital au niveau de la santé, c'est très très important. Et après, je dirais que ceux qui ont des alertes de la fatigue, de l'irritation, de la nervosité, si on commence à broyer du noir, on sait que dans la vie, dans le monde, il se passe beaucoup de choses, mais si on commence vraiment à toutes les situations à voir des choses négatives, si on sent des malaises, mal de tête, tout ça, il est temps de s'arrêter. C'est vraiment de s'arrêter, de prendre une journée si c'est possible, de vraiment se poser, de se reposer, de dormir si on peut dormir, et puis vraiment peut-être faire appel à des professionnels, des gens qui ont l'habitude, et puis de se faire accompagner, pourquoi pas, ou sinon de faire soi-même cette respiration au quotidien. Donc ce serait intéressant, ce serait donc que les personnes le fassent en état où ils peuvent gérer, ils peuvent vraiment prendre le temps, pour que ça devienne automatique, je suppose. C'est ça, exactement. Alors moi, quand j'ai commencé, vraiment, je le confirme, je ne savais pas respirer, c'est-à-dire je ne savais pas me poser, je suis quelqu'un d'hyperactive. Et donc, du coup, je bougeais tout le temps. Et le jour où j'ai commencé, on m'a dit, pose-toi 2 minutes pour respirer. C'était compliqué. Mais au fil du temps, je l'ai fait pratiquement 2-3 fois par jour, une minute 3 fois par jour. Et puis finalement, c'était devenu une habitude, c'était devenu, ça faisait partie automatique, ça faisait partie de mon quotidien. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que suite à des événements, j'ai plus du tout géré les choses de la même façon. C'est-à-dire que du coup, j'étais beaucoup plus posée, et c'est mon extérieur, ma famille, des gens proches qui m'ont dit mais tu as changé quelque chose. Parce que grâce à cette respiration, j'ai pu ne plus être envahie par ces choses soi-disant négatives, mais c'est des choses désagréables, mais elles sont à l'extérieur. Elles sont plus à l'intérieur. D'accord. Ce qui veut dire que ce qu'il y a au bout de cette technique d'apprentissage de gérer le stress, la fatigue, l'énervement, l'irritation, la colère, c'est d'apprendre finalement à relativiser. Oui, relativiser, bien sûr. Et surtout, à respirer, à retrouver cette respiration naturelle. C'est une respiration qu'on a à la naissance finalement, et qu'on a perdue au fil du temps parce que on a été envahi par des événements. On a été envahi, et surtout, il y a quelque chose, c'est paradoxal de dire ça, mais souvent on oublie de bien respirer. On n'a pas de ces inspirations profondes. Tout à fait. Et prendre le temps de le faire, ce qui nous permet de nous déconnecter un petit peu de notre colère, de ce qui peut nous empêcher d'avoir le contrôle. Oui, tout à fait. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle de stress, je pense que c'est d'abord aussi une décision individuelle. Bien sûr. Chacun doit se dire, voilà, je mets en place les moyens de garder le contrôle. C'est ça. Alors, comme je disais au début de l'émission, il y a du bon stress. Par exemple, si on se fixe des objectifs, finalement, ça va nous propulser. Ça va être un bon stress puisque ça va être motivateur. Mais pour le quotidien, les choses qui sont pas nécessaires, j'ai une petite anecdote. Je suis partie en Algérie il y a 4 ans.
J'ai du côté de la famille de mes parents qui habitent vraiment tout en haut des montagnes. Donc, autant vous dire que les femmes ne sortent pas. Enfin, elles sont à la maison. Et je rencontre une cousine la femme d'un cousin que je ne connaissais pas. Et je lui ai appris cette méthode de se poser et de respirer. Et elle m'a dit, mais tu sais, elle me dit, c'est vraiment le bon Dieu qui t'envoie parce qu'elle me dit, j'espérais avoir une solution pour déconnecter un petit peu de la famille parce qu'ils font les repas, elle est toujours avec la famille. Et elle me dit, je lui dis, mais tu prends 2 minutes et tu te poses et tu respires. Elle me dit, maintenant, je vais le faire tous les jours. Et ça a changé sa vie. Et je crois qu'il faut pas, non seulement il faut le faire tous les jours, il faut le faire à chaque fois qu'on ressent le besoin de le faire. Tout à fait. Et c'est important. En tout cas, merci Djamila pour merci, ces informations sur le stress et la sophrologie. Bien sûr, on en reparlera à chaque fois que tu seras sur ce plateau. Avec plaisir. Je pense qu'on en a besoin. Je pense que la société a besoin de temps en temps de se déconnecter de ses colères, de son stress, de la fatigue et de prendre un petit peu de temps pour parler à son corps. Merci Djamila. Merci Jismi. On continue. Nous ouvrons une page politique pour parler des missions du Conseil départemental en matière d'éducation. C'est politique. Jocelyne Henry, bonsoir. Bonsoir. Je me dis, je me trompe de prénom ou pas? Jacqueline, voilà. C'est pour ça que lorsque je l'ai écrit, je me suis posé la question. Et pourtant, j'avais la carte dans la main. Jacqueline, la question, quelle est la délégation officielle aujourd'hui? Alors, ma délégation aujourd'hui, je suis vice-présidente aux affaires générales, avec comme président M. Daniel Gontier. Ah. Voilà. La question, c'est, alors, on s'est rencontrés, nous, à l'occasion de l'Académie des Dallons. Oui. On va parler d'abord, juste un mot sur l'éducation. On a vu pour l'Académie des Dallons. Aujourd'hui, quelle est la mission du Conseil départemental? La mission du Conseil départemental aujourd'hui, c'est de donner la possibilité à tous les jeunes, que ce soit collégiens, lycéens, les moyens pour apprendre, pour aller plus loin dans leur projet, et donner aussi aux structures. Allez-y, continuez. Donner aux structures qui s'occupent de la jeunesse au jour d'aujourd'hui les moyens aussi de se développer. Juste sur l'Académie des Dallons, c'est une structure où on essaye de proposer une démarche pour des jeunes aujourd'hui en rupture scolaire, en rupture de tout d'ailleurs, et de leur donner une démarche pour pouvoir essayer de se créer un projet de vie. Il y en a un à la Plaine des Cafres. C'est ça. Il y en a à la Plaine des Cafres, il y en a au Bernica, voilà. Donc à Saint-Paul. Aujourd'hui, ça fait quand même quelques années que c'est mis en place. Ça marche. Ça marche très bien, ça a donné ses résultats. On a des bons retours et je pense qu'aujourd'hui, l'Académie des Dallons a sa place dans la société réunionnaise aujourd'hui parce que ça offre aux jeunes qui ont été en rupture scolaire à un moment donné ou autre, de se remettre dans le chemin, dans le droit chemin, et de se réorienter vers quelque chose pour pouvoir s'en sortir. Et c'est une bonne chose. Et je reste sur l'éducation parce qu'on a vu l'insertion, on a vu avec les chantiers concernant le bois de Goyavier par exemple. Aujourd'hui, le Conseil général se crée finalement ses propres chantiers pour pouvoir amener ces jeunes-là vers un projet de vie. Voilà, de se réinsérer dans la société. Donc, comme on se rend compte aujourd'hui que la France, ou à La Réunion, il manque de main-d'œuvre. Et il y a beaucoup de métiers comme ça où... on parle de métiers manuels. Métiers manuels. Et même si on n'est pas allé à l'école, on n'a pas le bac +2 ou +3, au jour d'aujourd'hui, on a beaucoup de métiers manuels où les jeunes pourraient rentrer dans ces filières-là pour pouvoir avoir une meilleure vie. Et on va terminer là-dessus. En matière de... dans cette mandature-là, il y avait bien sûr une place pour la politique d'insertion, pour tout ce qui concerne les jeunes. De manière globale, depuis 2015, quelle politique a été mise en place par le Conseil départemental en matière d'éducation, d'insertion sociale? Alors, le Conseil départemental a mis depuis 2015 une action forte sur l'insertion des jeunes
Et donc, on a beaucoup d'intervenants dans les écoles pour essayer de orienter ces jeunes depuis le collège. La troisième. Voilà, depuis le collège, vers des sections où, malgré qu'ils n'ont pas des bonnes notes, de pouvoir rentrer dedans. D'accord. Maintenant, on va parler de votre délégation. Alors, concrètement, qu'est-ce qu'il y a dans ces délégations que vous avez? Alors, dans ces délégations, les affaires générales, en fait, ça englobe tout. La culture, le sport, l'éducation, l'insertion, la mobilité, la coopération. En fait, voilà, c'est tout ça. Alors, en ayant comme, je veux dire, comme responsabilité de chapeauter un petit peu différentes délégations, est-ce qu'il y a une vraie communication entre vous? Est-ce qu'il y a la mise en place d'une vraie politique globale en matière d'affaires générales? Oui, bien sûr, tout à fait. Donc, tout, que ce soit... moi, personnellement, j'ai un petit penchant pour le sport et la culture parce que la culture... Ce sont deux vecteurs, voilà, je dirais, de communication pour les jeunes surtout. Exactement, et une filière aussi d'insertion. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, le sport permet à des jeunes d'avoir un diplôme pour pouvoir exercer. La culture aussi, l'insertion par la culture au jour d'aujourd'hui, je pense que c'est une très bonne chose pour nous à La Réunion. Les gens de ma génération, par exemple, qui n'ont pas connu notre histoire, je pense que les jeunes d'aujourd'hui, il faudrait leur apprendre notre histoire pour... C'est une démarche du conseil départemental aujourd'hui? Oui, tout à fait. Amener les Réunionnais à découvrir, à connaître leur histoire? Tout à fait. Tout à fait. Et je pense qu'à la fin de l'année, pour les 170 ans de l'abolition de l'esclavage, on verra le travail qui est en train de se faire au conseil départemental aujourd'hui pour cette manifestation-là. Et je pense que notre jeunesse aujourd'hui a perdu un peu les repères. Donc, par rapport à la culture, on peut arriver à... Il y a un besoin de se réapproprier ou de s'approprier son histoire. Tout à fait. Je pense que une personne a besoin de savoir d'où il vient pour savoir où il va. Donc, ici à La Réunion, je pense qu'on a des gens qui s'occupent très bien de la culture, mais qu'il faut de plus en plus intégrer les jeunes dedans. Par exemple, c'est un exemple, j'ai reçu quelqu'un du conseil départemental sur ce plateau il y a quelques semaines pour parler du bicentenaire de Lecomte de Lille. Voilà. Là aussi, c'est une action qui est menée par le conseil départemental. Tout à fait. Et comment à travers la culture, puisqu'on parle de la culture, il y a aussi le sport, on a parlé d'insertion, de manière générale, dans cette mandature, quels ont été les grands chantiers commencés sur ces trois vecteurs-là? Et on verra après pour le reste, mais qu'est-ce que vous avez déjà mis en place depuis 2015? Alors, depuis 2015, on a mis en place, par rapport à la culture, moi, personnellement, je sais qu'on s'est occupé du Lazaret, du musée de Villèle qui va être en réfection et avec des chantiers d'insertion, tout ça. Et le sport, pareil, hein, on va mettre en place. On a déjà mis en place des choses, mais il nous reste 2 ans et demi pour concrétiser tout ça. Donc tout ça est en marche et on a des gens qui travaillent dessus et qui sont... Et je reviens sur le Lazaret. On le voit à chaque 11 novembre. Il y a donc l'hommage aux ancêtres venus de la mer. Ça se passe donc du côté de la Grande Chaloupe. La question aujourd'hui, dans l'apprentissage de notre histoire, qu'est-ce que le Conseil général prépare pour que demain, dans les collèges, puisque vous avez, vous, la compétence pour les collèges, qu'est-ce qu'il faudrait que vous apportiez aux collégiens pour que, très tôt, dès la 6e, ils commencent déjà à s'approprier un petit peu de l'histoire de La Réunion, de leur histoire? De leur histoire. En fait, je pense qu'il faudrait qu'on utilise beaucoup plus les personnes âgées, les historiens de La Réunion pour faire des conférences avec ces jeunes-là, parce que je pense qu'à partir de la 6e, on comprend déjà beaucoup de choses et on apprend l'histoire d'ailleurs, mais il faut intégrer une grosse partie de l'histoire de La Réunion dans leur programme. Il faudrait que l'éducation nationale et le recteur met en place quelque chose pour ça. Est-ce que vous, à travers le conseil départemental jeune, est-ce que ces jeunes conseillers
départemental jeune, est-ce qu'ils essayent aussi de mettre en place des actions pour apporter l'histoire justement dans les collèges? Oui, bien sûr. Le conseil départemental jeune a été mis en place par justement le conseil départemental pour permettre à ces jeunes-là d'aller parler aux jeunes de tout ce qui concerne l'histoire, la prévention, parce que ça passe peut-être mieux quand c'est des jeunes qui parlent aux jeunes. Et donc, c'est ce conseil départemental de jeunes a toute sa place dans... Et comment vous utilisez-vous cette structure? Bon, je connais Jessie Robert, qui s'en occupe, et je pense que nous la recevrons un de ces jours pour parler un petit peu de l'action qu'elle mène avec ces jeunes depuis des années déjà. La question aujourd'hui, c'est, puisque on parle des jeunes, mais vous avez également parlé des personnes âgées, c'est aussi votre compétence, des personnes âgées. Et la journée départementale, c'est au mois d'octobre, je crois. Voilà, la grosse journée. La grosse journée. Il y a eu à Saint-Pierre l'année dernière. L'année d'avant, c'était à Saint-Denis. En fait, on essaye de délocaliser un petit peu pour que tout le monde puisse découvrir d'autres endroits. Donc, cette année, je n'ai pas encore l'endroit exact. Concernant les personnes âgées, comment faire en sorte qu'il y ait un relais entre la génération, on va dire les collégiens, les adolescents et les personnes âgées, faire en sorte que nos personnes âgées soient vraiment transmettent l'histoire aux générations d'avant? Comment c'est possible de travailler? Comment c'est possible de travailler? Je pense que à travers les clubs, les clubs de troisième âge, comme on dit, la troisième jeunesse, les faire venir dans les écoles de temps en temps, consacrer 1 heure, enfin 1 heure c'est peut-être pas beaucoup, mais 2 heures de temps où ils racontent l'histoire de notre histoire à notre jeunesse, aux enfants. Et ces personnes âgées, moi j'en ai discuté avec, ils attendent que ça. Ils sont ouverts, ils attendent qu'on les fasse parler. Ils ont envie de parler. Et cette transition intergénérationnelle, c'est à qui le mettre en place? C'est l'éducation nationale ou bien c'est au département? Avant tout, l'éducation nationale, en partenariat avec le département, nous, on est ouverts à toute proposition. Mais pourquoi ça a du mal à se mettre en place? Pourquoi ça a du mal à mettre en place? En fait, je ne pourrais pas vous répondre, mais je pense qu'il y a déjà des choses qui se font, mais individuellement et pas assez ouvert sur les autres, ou faire la journée des personnes âgées, justement, du troisième âge. Et il faudrait inviter des classes, des écoles qui ont mis un projet depuis le début de l'année dessus et puis viennent... 2018, c'est une année quand même particulièrement riche. Il y a bien sûr le 170e anniversaire de l'abolition de l'esclavage. Il y a le bicentenaire de Lecomte de Lille. On a parlé de Jean Albany également, aussi, avec Madame Sadala sur le tampon. Roland Garros aussi. Et bien sûr, on va parler du centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale en novembre de cette année 2018. C'est la fin également ça fait 100 ans que la guerre s'est arrêtée, donc la Première Guerre mondiale s'est arrêtée. Ça montre bien que cette année est une année importante, j'allais dire charnière, mais comment faire en sorte que entre le passé, le présent et l'avenir, les politiques, et d'une manière générale, vous êtes là, c'est à vous que je pose la question, comment faire pour que il y ait un mixage de tout ça, il y a un vrai maillage pour que le passé soit un vrai présent pour l'avenir, surtout pour les jeunes? En fait, à travers des actions qui est mis en place et qui sera fait, je pense que les écoles travaillent déjà dessus, sur des projets par rapport à ces dates-là. Et c'est vrai que cette année 2018, c'est une année charnière pour beaucoup de choses. Et il va y avoir beaucoup de manifestations et la jeune génération vont se poser beaucoup de questions et là, il faudra savoir leur répondre parce qu'on a besoin de notre passé, de toute façon. Et on a besoin aussi du présent et de ce qui va se passer pour se construire après. Demain. Voilà. Et dans la mandature actuelle, on est à 2 ans et demi donc on est arrivé à mi-mandat, on va dire, de cette mandature. Qu'est-ce qui reste encore? Quels vont être les grands chantiers que vous voulez mettre en place d'ici 2021? Alors moi, personnellement, il y a le chantier de Villèle. Je voudrais que ça arrive à la fin.
et le collège... Alors, quand on dit Villèle, c'est... Le musée. Le musée. Le musée du Villèle. Parce qu'il y a deux choses. Il y a la chapelle Pointue, qui est de l'autre côté de la route. Voilà. Et en contrebas, il y a le musée de Villèle, voilà. Et qui aujourd'hui connaît un vrai succès parce qu'il y a beaucoup de visites, il y a beaucoup de gens qui vont voir. Voilà. Et puis il y a surtout des médiateurs aujourd'hui qui connaissent bien l'histoire du site, qui le racontent. Et c'est vrai que les gens ont envie de découvrir un petit peu, de savoir comment vivaient ces familles et comment ça se passait. Mais comment faire en sorte que, c'est bien l'histoire, protéger les sites historiques, mais en même temps, vous avez aussi la compétence de dire, il faut que les gens y viennent, il faut que les gens regardent, il faut que les gens apprennent ce que c'est. Comment faire en sorte pour que les gens viennent? En fait, le chantier va se faire par étapes, parce qu'on ne peut pas fermer complètement le musée, voilà, parce que le chantier sera assez conséquent. Ouais. Et donc, il y aura des morceaux, voilà, de telle date à telle date, des parties qui seront fermées, mais on ne pourra pas fermer complètement. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, c'est le chemin où tout le monde prend, que ce soit touriste, ou les gens locaux, en fait, maintenant tout le monde s'intéresse. Je pense que les gens de La Réunion, maintenant, se sont rendus compte, par rapport à notre histoire, justement, s'intéressent de plus en plus. Les enfants s'intéressent de plus en plus. Quand on voit la nuit des musées, c'est plein partout. Oui, tout à fait. Ça a un succès incroyable, donc c'est très bien. C'est les nuits européennes des musées. Voilà. Donc, et donc, on essaye pour pas que ça pénalise les gens. On va essayer que ce soit toujours... Et comment le conseil départemental pourrait travailler un peu plus avec les collèges pour ouvrir un peu plus les musées départementaux aux collégiens et à leur entourage? Parce que ça fait partie aussi aujourd'hui, on voit les professeurs mettre en place des vrais projets sur des sites réunionnais, mais après il faut les moyens, il faut le bus, il faut les repas. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est une démarche que le conseil départemental essaye de... En fait, le conseil départemental aujourd'hui aide les collèges à se déplacer pour aller sur les musées de La Réunion. Donc, il y a un petit budget participatif pour le transport. Donc, ça permet à tous les collèges qui veulent aller visiter tous nos sites de pouvoir y accéder. Il n'y a aucun souci là-dessus. En fait, au département, il y a des dispositifs pour tout. Dans toutes sortes de propositions, on arrive toujours à trouver... Mais qu'est-ce qui fait que les gens, parfois, ont l'impression que c'est un peu fermé, que c'est en vase clos, qu'ils ont du mal à y accéder? Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que les services proposés par le conseil départemental soient connus de tous et que les gens viennent, essayent vraiment d'y accéder? Mais en fait... sur le télé du département, on essaye de donner le plus d'informations possibles. Il y a des prospectus, après il y a le bouche à oreille. Après, peut-être qu'il faudrait faire dans les journaux un peu plus de journées, à part les journées, bien sûr, dans le calendrier, faire d'autres projets plus ouverts pour les familles, c'est vrai. Parce que les enfants viennent et souvent les enfants amènent les parents après. Mais je pense qu'il faudrait ouvrir aussi, que ça soit un coût minime pour que les familles puissent aussi accompagner leurs enfants. Parce que quand on a 3 ou 4 enfants... 3 ou 4 enfants, c'est dans la famille, c'est 4 ou 5 personnes. Voilà, et ça revient. C'est vrai que ça fait un petit budget. Ça fait un budget, et parfois avec... comme souvent, ce sont soit des couples monoparentaux, soit des familles qui sont aux minima sociaux. C'est ça. Et les week-ends, il n'y a pas beaucoup de transport aussi. Donc, pareil, mettre en place des transports pareil pour aller à tel endroit. Et je reviens là-dessus, la mandature c'est se termine dans 2 ans et demi. Aujourd'hui, avec le nouveau président, avec Cyril Melchior, est-ce que vous continuez sur la mandature ou est-ce que Cyril Melchior va apporter quelque chose de supplémentaire dans ce qui a été prévu? Je pense qu'il va apporter et qu'il apporte déjà quelque chose de supplémentaire. Il a sa façon de travailler. Bon, Madame Nassima Dindar avait commencé la mandature. Donc, Monsieur Melchior a pris derrière. Et je vois qu'il y a quand même des choses qui ont changé.
La méthode change? La méthode a changé. Et il y a eu une commission permanente il n'y a pas longtemps. Oui, extraordinaire pour les agriculteurs. Oui, c'était donc, j'allais dire 2 millions, je ne sais plus. Oui, 2,6 millions. 2,6 millions, donc accordés donc, aux agriculteurs. Aujourd'hui, la méthode de travail, c'est plus consensuel? Oui. C'est, voilà, il y a ce problème-là, il faut régler le problème tout de suite. Et c'est vrai que depuis qu'il est là, depuis le mois de décembre, il y a eu des catastrophes qui se sont enchaînées. Donc maintenant, je pense qu'il est rodé là-dessus. Et à chaque catastrophe, il était présent, il était sur le terrain. Et on a trouvé voilà, les dispositifs qu'il faut pour aider les agriculteurs à pouvoir s'en sortir un peu. Parce que c'est très, très compliqué, très difficile. Ce consensus qu'on voit apparaître depuis maintenant quelques mois, depuis que lui, il est donc à la tête du conseil départemental, on a vu des votes à l'unanimité. Le budget, par exemple, a été voté à l'unanimité. C'est une méthode de travail qui est différente. On sent que je dirais qu'il n'y a plus d'opposition, mais il y a de vrais échanges, il y a un vrai travail d'équipe. Oui. Il y a toujours une opposition, mais c'est vrai que bon, c'est quelqu'un qui a voulu rassembler et travailler en commun pour aider la population, parce qu'on est là avant tout pour la population, que ce soit de n'importe quel bord politique. On est obligé d'aider les gens. Quand les gens viennent vous voir, ils ont besoin d'aide. On ne regarde pas l'étiquette politique. On trouve un dispositif, on trouve pour l'aider. Voilà. Et je pense qu'il est là-dessus. Aujourd'hui, c'est sa démarche-là, c'est-à-dire que essayer d'aller au-delà des clivages politiques, travailler avec tout le monde. Je pense, oui. C'est sa politique. Et je pense que pour la Réunion, c'est bien. C'est ce qu'il faut? Oui. Et comment vous pensez que, parce qu'à l'approche, on voit déjà que dans les municipales, ça commence déjà à être conflictuel, les polémiques arrivent, ça pourra tenir face à un contexte où les municipales vont quand même peser dans le contexte politique? Certainement, mais après, je pense que tout le monde aujourd'hui doit travailler ensemble, trouver une solution pour que tout le monde puisse travailler ensemble. Parce que la Réunion est petite, donc on ne peut pas toujours se diviser. Il faut travailler en commun pour avoir des bons résultats. D'accord. En tout cas, merci Jacqueline Henry donc pour ces informations. On a fait nos 10 minutes et nos 20 minutes de discussion. Ça passe très vite. Merci à vous. Je viens de déborder, en fait. C'est pour ça que je vous arrête maintenant. Donc je rappelle, vous êtes conseillère, vous êtes vice-présidente du conseil départemental, donc, avec donc Cyril Melchior, qui en est donc le nouveau président. Merci pour toutes ces informations. On aura l'occasion sans doute de vous revoir et d'aborder de nouveau ces projets et ces chantiers qui sont mis en place donc par le conseil départemental. Merci à vous. Nous, on arrive à la fin de notre émission. Merci donc à vous de nous avoir suivis. Merci à François, merci à Laine pour leur collaboration technique et sympathique, bien sûr, parce que sans eux, on ne pourra rien faire, surtout très efficace donc leur collaboration. Moi, je vous souhaite un très bon début de soirée sur Télécréole. Portez-vous bien. Je vous dis à demain.